Imagine, il fait nuit. Tu es assis confortablement dans un avion, bercé par les ronronnements des réacteurs. Le personnel de bord termine le service du dîner. Les passagers somnolent ou regardent distraitement leur écran. Tout est normal, en apparence. Mais cette nuit-là, sur ce vol précis, quelque chose d'étrange va se produire, quelque chose d'inexplicable. L'histoire se passe au Japon, sur un vol intérieur reliant Tokyo à Fukuoka. Un trajet d'environ 2 heures, emprunté chaque jour par des centaines de passagers. Ce soir-là, l'avion décolle sans encombre, planant dans le ciel étoilé. À bord, les hôtesses passent dans les allées, servant du thé et des plateaux repas. Parmi les passagers, un homme attire discrètement l'attention. Il est assis près du hublot, vêtu d'un costume sombre. Il ne parle à personne, ne regarde même pas son écran. Il fixe simplement l'obscurité dehors, comme s'il attendait quelque chose. Son billet a été vérifié. Il figure sur la liste des passagers et plusieurs voyageurs se souviennent l'avoir vu embarquer. Rien d'anormal, n'est-ce pas? Et pourtant, à environ 1 heure de vol, une hôtesse passe dans l'allée pour récupérer les plateaux. Lorsqu'elle arrive au siège de l'homme, elle hésite. Son plateau est là, mais il n'a presque pas touché à son repas. Et surtout, lui n'est plus là. Elle regarde autour d'elle, pensant qu'il est parti aux toilettes. Mais après quelques minutes, il ne revient pas. L'hôtesse se dirige alors vers l'arrière de la cabine et frappe doucement à la porte des toilettes. Silence. Elle attend un peu, puis tente d'ouvrir la porte. L'espace est vide. L'homme n'est pas aux toilettes, il n'est nulle part. Intriguée, l'hôtesse demande à ses collègues s'ils ont vu l'homme ailleurs dans l'avion. Personne n'a remarqué ses déplacements. Elle demande alors à la passagère assise à côté de lui « Excusez-moi, le monsieur qui était là, il est parti depuis combien de temps ?» La femme fronce les sourcils. « Quel monsieur ? J'étais assise seule depuis le début ?» Le sang de l'hôtesse se glace. Impossible, elle se souvient parfaitement de l'avoir vu embarquer. Elle a même pris son billet, et d'autres passagers se souviennent aussi l'avoir aperçu, assis, silencieux, fixant le hublot. Mais maintenant, il n'existe plus. Lorsque l'avion atterrit à Fukuoka, l'équipage contacte immédiatement la sécurité de l'aéroport. Un contrôle est effectué. Tous les passagers sont identifiés. Tous, sauf un. L'homme n'est sur aucun registre d'arrivée. Son nom ne figure même pas dans les bases de données de la compagnie aérienne, comme s'il n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas le plus troublant. Les caméras de sécurité de l'aéroport de Tokyo montrent clairement un homme correspondant à sa description passant les contrôles. On le voit même embarqué dans l'avion. Mais à Fukuoka, aucune image ne montre quelqu'un lui ressemblant descendre de l'appareil. Que s'est-il réellement passé? Serait-ce un voyageur entre les mondes? Certains pensent que l'homme aurait traversé accidentellement une faille dimensionnelle, disparaissant en plein vol pour réapparaître ailleurs, ou nulle part. Peut-être un fantôme des cieux. Une autre théorie suggère qu'il s'agirait d'un esprit errant, condamné à embarquer sur des vols sans jamais arriver à destination. Ou un simple oubli administratif. Plus rationnellement, certains évoquent une erreur de registre. Mais comment expliquer les témoignages contradictoires ou l'absence d'images à l'arrivée? Ce qui est sûr, c'est que cet homme est monté dans cet avion et qu'il n'en est jamais ressorti. Alors la prochaine fois que tu prendras l'avion, regarde bien autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un assis à côté qui, au moment de l'atterrissage, ne sera plus là.
La Sibérie, une terre glaciale et inhospitalière où l'homme ne domine que difficilement la nature. En 1989, une équipe de scientifiques soviétiques aurait mené une expérience qui a révélé quelque chose d'effroyable. Une découverte qui les a poussés à abandonner précipitamment leur forage, terrorisés par ce qu'ils avaient entendu. L'histoire commence dans la région reculée de la Sibérie. Une équipe de géologues soviétiques, curieuse d'explorer les productions de la Terre, entreprend un forage ultra profond. Une expérience scientifique pour étudier les couches terrestres. Ils creusent, encore et encore, utilisant des foreuses à la pointe de la technologie de l'époque. À plus de 12 km sous la surface, ils battent tous les records. C'est l'un des trous les plus profonds jamais creusés par l'homme. Et c'est là que tout bascule. Alors qu'ils atteignent cette profondeur extrême, les instruments commencent à enregistrer des phénomènes étranges. La température au fond du puits est anormalement élevée, bien plus que la science le prévoyait. Plus de 1000 degrés Celsius, presque comme si quelque chose brûlait là-dessous. Puis, l'équipe décide de descendre un microphone ultra résistant, conçu pour enregistrer les bruits des plaques tectoniques en mouvement. Ce qu'ils entendent leur glace le sang. Dans les écouteurs, au lieu des vibrations naturelles de la Terre, ils captent un bruit terrifiant. Des cris humains, des hurlements de douleur, un mélange chaotique de voix torturées, comme si une multitude de personnes étaient en train de souffrir dans un lieu de damnation éternelle. Les scientifiques sont figés. Certains refusent de croire ce qu'ils entendent. Ce n'est pas possible. Mais l'un d'eux, plus courageux ou plus fou que les autres, monte le son. C'est pire. Des cris, des supplications, des hurlements de souffrance. Les hommes, pourtant habitués aux conditions extrêmes, abandonnent tout sur place et fuient le site. Peu après l'incident, le gouvernement soviétique fait fermer et sceller ce site. L'histoire fut malgré tout racontée par un ingénieur de l'équipe qui aurait quitté la Russie peu après l'événement. D'après lui, le projet a été brusquement stoppé, les documents classés top secret et les scientifiques sommés de garder le silence. Mais le mal était fait. L'histoire commence à circuler et attire l'attention des médias, notamment en Occident. En 1990, une radio chrétienne aux États-Unis diffuse l'enregistrement supposé des cris du puits de l'enfer. Les auditeurs sont horrifiés. Certains pensent que cette histoire a été totalement inventée et qu'il n'y a jamais eu de microphone descendu dans un puits en Sibérie. D'autres avancent que les cris étaient en réalité des sons de mouvement de roche sous la pression, un phénomène bien connu. Mais depuis quand la roche pousse des hurlements humains? Et si les Russes avaient réellement ouvert une brèche interdite? Si ce trou menait à un lieu dont personne ne devrait entendre les voix? Si un jour tu te trouves en Sibérie, loin de tout, et que tu entends un murmure venant du sol sous tes pieds, ne tends pas l'oreille trop longtemps. Tu pourrais ne plus jamais entendre autre chose. En vous promenant un jour dans les rues de Rosario en Argentine, faites bien attention aux statues autour de vous. Car ici, la pierre n'est peut-être pas aussi immobile qu'elle a l'air. Certaines personnes jurent avoir vu des statues changer de position, tourner la tête ou même disparaître. Tout commence au début des années 90, lorsque les habitants de Rosario commencent à signaler des phénomènes étranges liés aux statues de la ville. Les premières histoires concernent le Parque Independencia, un parc emblématique où plusieurs sculptures ornent les allées. Un matin, des joggeurs remarquent qu'une statue de marbre représentant un ange n'est plus dans la même position que la veille. Elle semble s'être légèrement tournée.
La mairie pense d'abord à une mauvaise blague, mais quelques jours plus tard, une autre statue, celle d'un poète célèbre, semble elle aussi avoir changé d'orientation. Les signalements se multiplient. Les passants jurent avoir vu des statues cligner des yeux, bouger les doigts, ou même disparaître totalement pendant la nuit avant de réapparaître ailleurs. Les autorités locales vérifient s'il s'agit de vandalisme ou d'un canular, mais il n'y a aucune trace d'intervention humaine. Les statues sont intactes. Aucun signe de déplacement forcé, aucun indice expliquant ces changements. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus étrange. En 1994, une jeune femme, nommée Carla Mendieta, étudiante en histoire de l'art, décide de mener l'enquête. Fascinée par les témoignages, elle passe plusieurs nuits dans le parc avec un groupe d'amis, espérant surprendre le moindre mouvement. Au bout de 3 nuits sans incident, quelque chose d'inexplicable se produit. Alors qu'elle observe une statue de femme tenant une lanterne, elle a l'impression que le regard de la sculpture n'est plus le même. Elle se souvient qu'il était dirigé vers le sol, mais maintenant, il semble fixé droit sur elle. Ses amis se moquent d'elle, mais en revenant le lendemain, la statue a bel et bien changé de position. Carla décide de filmer la sculpture pendant toute une nuit. Mais au petit matin, sa caméra est vide, comme si l'enregistrement avait été effacé. Et ce n'est pas tout. Le gardien du parc lui confie alors une histoire troublante. Chaque nuit, lors de sa ronde, il a l'impression qu'il n'est jamais vraiment seul. Il entend parfois des bruits de pierres qui craquent, des chuchotements ténus, et une étrange sensation que quelque chose le suit. Mais lorsqu'il se retourne, il ne voit que les statues, immobiles. L'un des éléments les plus étranges de cette légende est que les statues qui bougent semblent être toujours les plus anciennes de Rosario. Certaines datent du XIXe siècle et ont été installées par des sculpteurs anonymes dont on ne connaît presque rien. Un historien local a même trouvé un document d'époque qui parle d'un artiste argentin exclu de l'Académie des Beaux-Arts, car il se livrait à des expériences interdites. Certains pensent qu'il aurait tenté de donner une âme à la pierre et que certaines de ses créations auraient absorbé quelque chose d'inexplicable. Les rumeurs vont encore plus loin. Et si ces statues n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais des personnes pétrifiées? Une légende raconte qu'un moine du XIXe siècle, ayant étudié des textes occultes, aurait maudit certaines sculptures de la ville. Selon lui, la pierre pouvait capturer une âme si un rituel était accompli à la tombée de la nuit. Aujourd'hui encore, certains habitants pensent que les statues de Rosario ne sont pas de simples sculptures, mais des témoins silencieux, capables de bouger quand personne ne les regarde. Les amateurs de paranormal ont depuis créé un rituel pour tester la légende. Il faut choisir une statue parmi celles du Parque Independencia et l'observer fixement pendant 1 minute à minuit pile, sans cligner des yeux. Si vous faites cela correctement, on dit que vous ressentiriez une présence glaciale et que la statue pourrait légèrement changer d'angle, bougeant presque imperceptiblement sous vos yeux. Mais attention, on raconte aussi que si une statue vous fixe en retour, il vaut mieux ne plus jamais revenir. D'autres racontent encore que ceux qui regardent trop longtemps pourraient un jour ne plus jamais quitter leur posture figée, comme une nouvelle sculpture ajoutée à la collection du parc. La prochaine fois que vous passez devant une vieille statue, regardez-la bien. Regardez sa posture, l'orientation de son regard, et rappelez-vous exactement comment elle est positionnée. Car si jamais le lendemain, vous la trouvez légèrement différente, courez. Qui sait, peut-être que la prochaine nuit, c'est elle qui vous observera. Vous avez sûrement déjà entendu une version de cette histoire, mais connaissez-vous tous les détails?
L'histoire se passe quelque part aux États-Unis un soir d'été. Un jeune couple décide de s'éloigner un peu de la ville pour passer du temps ensemble. Lui est un garçon un peu insouciant, l'air confiant. Elle est plus prudente. Elle jette des regards nerveux autour d'elle. Alors qu'ils discutent, la musique de la radio est brusquement interrompue. Alerte spéciale. La police recommande aux habitants de rester chez eux. Un dangereux criminel s'est évadé d'un hôpital psychiatrique situé à quelques kilomètres d'ici. Il est armé et extrêmement dangereux. Son signe distinctif, il a perdu sa main droite et porte à la place un crochet en métal. Elle demande à rentrer, mais le garçon rit. Il trouve ça ridicule. « Allez, c'est une blague. On est bien ici, lui dit-il. Il coupe la radio et essaie de la détendre. Mais elle n'est pas tranquille. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle a cette sensation persistante et étrange, comme si quelqu'un l'observait. Soudain, un bruit. Un son léger, mais bien réel. Elle insiste. On part maintenant. Le garçon soupire, met les clés sur le contact, mais attend encore un peu. Il veut la taquiner. C'en est trop. Elle le supplie de partir immédiatement. Agacé mais amusé, il démarre enfin et quitte les bois à toute vitesse. Lorsque le couple arrive en ville, elle souffle enfin, soulagée. Il rit encore un peu. « Tu vois, il n'y avait rien », la rassure-t-il. Mais quand il sort pour lui ouvrir la portière, son sourire s'efface instantanément. Son regard descend lentement vers la poignée. Et là, son cœur s'arrête. Un crochet métallique est accroché à la portière, tordu. Comme si quelqu'un avait essayé d'ouvrir la voiture, mais avait été arraché au dernier moment. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une légende urbaine destinée à faire peur aux jeunes, ou bien y a-t-il une part de vérité? Ce qui est certain, c'est que cette histoire existe sous plusieurs versions depuis les années 50. À l'époque, elle servait d'avertissement moral. On racontait aux adolescents qu'il ne fallait pas trop s'éloigner pour les rendez-vous nocturnes, sous peine de rencontrer quelque chose de bien pire que la police ou les parents. Mais ce qui est étrange, c'est que certaines personnes prétendent que cette histoire est inspirée d'un fait réel. Dans plusieurs États américains, des dossiers de la police mentionnent des événements similaires. Des jeunes ont été retrouvés morts dans leur voiture et leur carrosserie était griffée. Les signalements d'un homme avec un crochet ont été observés près des parkings isolés. Et même, des crochets de métal ont été retrouvés accrochés à certains véhicules. Serait-ce un simple tueur en série oublié ou quelque chose de plus terrifiant encore? Quoi qu'il en soit, la morale de cette histoire est limpide. Ne restez jamais trop longtemps près d'un endroit isolé. Si votre instinct vous dit de partir, écoutez-le. Et si vous entendez quelque chose frotter contre votre portière, ne descendez pas. Sur ce, je vous laisse, en espérant vous avoir diverti et vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires maléfiques.